What's that? It's the lions in the zoo. One can hear them here often. Many people in this building complain. The roaring keeps them awake. And you don't mind it? No. To me, it's the way the sound of the sea is to others. Natural and soothing. I like it. Some nights there is another sound. The panther. It screams like a woman. I don't like that. Oh, I hadn't realized how dark it was getting. I like the dark. It's friendly. Bienvenue dans Bizarroïde. Dans cet épisode, je reçois Fleur Hopkins-Loferron, historienne des arts, qui a publié une histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique dans Voir l'invisible, un essai publié aux éditions Champvallon. Rédactrice prolifique pour les cahiers de la bande dessinée et la 7ème obsession, Fleur Hopkins-Loferron multiplie les sujets d'études, de X-Files au film Pixar, en passant par Blueberry et Mercredi Adams, sa grande sœur spirituelle à laquelle elle a consacré un portrait gothique dans la collection La Fabrique des Images, publiée aux Impressions Nouvelles. Il ne m'en fallait pas davantage pour inviter Fleur à nous faire découvrir ou redécouvrir 3 films fascinants, étranges, inclassables, bizarroïdes. Irena, you've told me something of the past, about King John, and the witches in the village, and the cat people descended from them. They're fairy tales, Irena. Fairy tales hurt in your childhood, nothing more than that. They've nothing to do with you, really. You're Irena. You're here in America. You're so noble, you're even in love with me, Oliver Reed, a good plain Americano. You're so noble, you're going to marry me. And those fairy tales, you can tell them to our children. They'll love them. Bonsoir Fleur. Bonsoir. On va commencer le podcast avec La Féline de Jacques Tourneur, sorti en 1942. Alors, sorti en 1942 aux États-Unis, puisque c'est un film américain, bien que le réalisateur soit français. Mais j'ai vu qu'il était sorti en France en 1970, donc bien plus tard. Est-ce que tu pourrais nous faire un pitch de La Féline ? Oui, alors en quelques mots, c'est notre héroïne qui est serbe, qui s'appelle Irena et qui est un petit peu à la manière de Catherine Deneuve dans Répulsion de Polanski, hein. Elle ne veut absolument pas consommer l'acte sexuel, ni même un bisou avec son fiancé, parce qu'elle n'a qu'une angoisse, c'est celle de devenir une femme panthère. Puisqu'elle est convaincue, et son appartement le montre, hein, il est décoré de tout un tas de figures, de statuettes et de représentations de panthères. Elle est persuadée qu'elle fait partie d'un lignage serbe qui est frappé d'une malédiction, celle de la transformation en femme panthère. Et tout du long, nous, spectateurs, nous ne savons pas si véritablement c'est cette espèce de femme monstrueuse ou si tout se passe dans sa tête avec un espèce de schème de fracturation de la psyché où on l'accompagne dans son délire. Et on parlera de la fin un petit peu plus tard, mais en tout cas, le film vraiment repose sur cette tension. Est-ce que c'est Irena qui est dans une forme de folie ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment une femme féline ? Oui, bah c'est très bien résumé. Bah, faut dire que le pitch du film est assez clair et assez efficace parce qu'on est clairement dans un récit fantastique, hein, un récit avec un argument surnaturel, un argument qui repose sur une légende. Voilà, c'est ce type de récit qui repose sur une mythologie, sur une légende, et savoir comment on se positionne par rapport à cette légende, par rapport à cet héritage mythologique. Est-ce qu'on choisit d'y croire ou est-ce qu'on choisit de garder une vision cartésienne des choses? Donc on est sur un classique du cinéma fantastique. Je dirais aussi qu'on est aussi sur un classique du film noir parce que on va le voir, mais c'est un film qui s'ancre complètement dans l'époque, la grande époque du film noir américain dans les années 40, le moment où le film noir est à son apogée. Donc on est clairement dans cette esthétique-là également, dans ces effets-là, dans ce magnifique noir et blanc ténébreux, mystérieux et fait de clair-obscur. Pour expliquer, le film noir, de toute façon, a une parenté avec le gothique. On peut dire que c'est une sorte de mise à jour du traitement gothique d'un récit, une mise à jour par le XXe siècle de l'héritage gothique du XIXe siècle, dans le sens où c'est un traitement où l'atmosphère, l'ambiance a beaucoup de place sur le récit et sur la psychologie des personnages, quoi. Voilà. Donc ça se marie très bien avec le traitement du film noir et ça assume complètement donc cet argument fantastique, même si on va voir que ça met longtemps avant de trancher, de savoir s'il faut vraiment voir le film comme un film clairement fantastique. Ça va garder son ambiguïté en fait jusqu'au bout
bout du film. Et j'ai Mm. envie de dire, même une fois que le film est fini, on peut même encore essayer de Absolument. rationaliser ça, ouais. Absolument. Mais voilà, c'est pour ce traitement-là que tu as choisi de parler de la féline, justement. C'est pour ce. Oui et non. Oui, parce que je pense effectivement que c'est un film iconique, un grand oublié de l'histoire du film d'horreur et à ce titre, il mérite d'être découvert parce que on y campe quand même une histoire extrêmement évocatrice de femmes capables de se transformer ou non. Gardons le suspense pour l'instant en panthère. Il y a des scènes extrêmement marquantes, celle de la course-poursuite d'Alice par Irena qui la pourchasse puisqu'elle est en réalité la maîtresse de son fiancé et donc elle la traque pour peut-être la mettre à mort et c'est une scène formidablement bien filmée. On a un plan sur les jambes, un plan sur les autres jambes qui sont en train de courir, mais pour fuir, tandis que les autres courent pour pourchasser. Et tout d'un coup, un bus arrive, freine brutalement, et on ne sait pas encore ce qui arrivera par la suite. En tout cas, on a l'impression que notre personnage est sauvé. Il y a aussi la scène de la piscine. Enfin, il y a des scènes comme ça qu'intuitivement, on sait être parfaitement iconiques parce qu'elles vont réapparaître sous la forme de tropes dans la culture horrifique Ouais. beaucoup plus tardive. Donc, à ce titre-là, La Féline, grand classique, c'est absolument certain. Du film noir, comme tu le disais très bien, on est aussi dans un format d'un film mélancolique, sombre et qui épouse aussi le format d'une enquête, qu'on le veuille ou non, puisque Mm. Oliver et Alice vont enquêter en quelque sorte sur les motivations et sur les raisons de l'état psychique d'Irena. Mais il me semble que ce film-là, il a deux intérêts très forts qu'on va réévoquer sans doute. D'une part, de permettre aux auditeurs de redécouvrir Simone Simon, parce que souvent, on ne la connaît pas ou peu en France. On la connaît pour La Bête humaine, évidemment, de Jean Renoir en 38, mais elle a surtout explosé à la faveur de ce rôle-là. Donc moi, j'avais très envie voilà, de faire découvrir de manière délicieusement désuète, mais très, très actuelle aussi dans sa thématique, cette fameuse actrice Simone Simon. Et surtout, ce film-là, moi, c'est un film que j'affectionne parce qu'on peut vraiment s'amuser à le replacer dans le très, très long lignage des films de ce qu'on appelle aujourd'hui le female rage. Tous ces films dans lesquels on a des figures de femmes fortes qui vont s'opposer à l'hétéropatriarcat, même s'ils ne portaient pas ce nom-là en 1942, mais en tout cas des films comme Jennifer's Body de Karine Kusama, comme Woman de Lucky McKee et tant d'autres, dans lesquels la femme va s'arracher à sa condition et s'affirmer dans sa part de monstruosité qui est parfaitement assumée. Et c'est ce qu'on retrouve dans La Féline, elle embrasse cette condition de monstruosité et toute la question c'est de savoir qui est le véritable monstre. Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est elle, en fin de compte, avec cette malédiction qui la frappe. Donc ce film-là, à mon sens, il est vraiment intéressant à revoir aujourd'hui parce qu'il est vraiment à l'intersection de tout un tas de genres cinématographiques, mais aussi d'enjeux sociaux qui sont extrêmement actuels. Il a extrêmement bien vieilli, ce film. Ben oui, effectivement, c'est un film qui a très bien vieilli. D'une part, justement, par son traitement du fantastique qui se Mm. veut assez minimaliste, assez subtil. Donc, il n'y a pas d'effet qui risque de vieillir, justement. Ça lui donne un côté intemporel. Et puis, oui, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la figure de la femme, de l'émancipation féminine et de l'acceptation d'un personnage féminin de ses parts les plus sombres, les parts que le patriarcat, que la société masculine veut, comment dire, contraindre et veut Veut refouler. dompter, on pourrait Voilà, veut même dire dompter, dompter, et oui, ouais. on peut dire dompter. Pour en revenir au film noir, il y a un terme qu'on n'a pas cité jusque-là, mais c'est la femme fatale, en fait. C'est un peu la figure de la femme fatale qui est centrale dans le film noir. Sauf que là, on pourrait voir en Simone Simon un potentiel de femme fatale dans ce récit, c'est-à-dire la femme qui va nuire au personnage masculin, qui va nuire à l'ordre établi, qui va, par un aspect de séduction, voire de sexualité, bon, détourné, feutré, parce qu'on est dans les années 40, va complètement bouleverser les repères d'un personnage masculin et va le mener vers sa perte. Sauf que, comme tu le dis, la différence, c'est que dans un film noir classique, la femme fatale, elle est objectivée, j'ai envie de dire, on n'a pas son point de vue. C'est une menace extérieure à notre point de vue. C'est elle, c'est pas je, quoi. Et là, la différence, c'est qu'on a, pendant la moitié du film, on va dire que on alterne entre le point de vue d'Irena, entre l'enquête que mène Irena par rapport à elle-même, par rapport à son histoire, par rapport à son héritage, une enquête qui est aussi psychanalytique, et de l'autre côté, une enquête un peu plus matérielle que va faire son mari et son ami qui se révèle effectivement être Sa maîtresse. sa maîtresse, disons-le. Utilisons les bons mots, parce qu'il va quand même tromper très très vite sa femme. Donc quelque part, on comprend qu'Irena soit un peu en colère. Ouais. Donc voilà, c'est la différence est là, c'est que on a le point de vue de cette femme qui peut être une menace, cette femme qui peut être un monstre caché, quoi, qui peut être Mhm. vraiment un objet de désir et en même temps de nuisance qui peut effrayer le héros américain stéréotypé, hétéro, voilà, et les différentes autorités. Alors là, on n'a pas une autorité policière, peut-être à la toute fin du film, mais l'autorité ici, elle est plus représentée
représenté par le psychiatre en fait. Hein. C'est plus Absolument. l'autorité médicale, l'autorité, voilà, Mm, mm, le garant du savoir et de la bienséance aussi, on va mm, dire, mm, qui est mm. joué par ce psychiatre qui, soit dit en passant, est d'ailleurs très très ambigu lui aussi. Hein, est un Limite personnage agresseur sexuel, hein. Enfin, il y a vraiment un exactement. moment où très clairement, hein, on voit bien que c'est un élève de Freud, hein, parce qu'il propose, pour la soigner de sa crainte de la consommation de l'acte amoureux, de passer à la casserole avec lui. Et c'est là qu'elle va se lancer effectivement dans une métamorphose psychique et physique, hein, et qui va précipiter ce psychiatre dans sa mort. Mais ce que tu disais est très intéressant parce qu'en fait, quand on se renseigne sur le contexte de commercialisation du film, donc je rappelle qu'il est sorti en 42, il n'était pas du tout destiné aux hommes. En fait, on est Ah, vraiment dans un moment de tournant de la société où évidemment on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Les femmes, pour beaucoup, sont devenues ouvrières et en fait, elles représentent un grand marché commercial en termes de cinéma. Ces femmes-là, elles se détournent complètement des films de guerre, elles se détournent aussi des films à l'eau de rose et en fait, les films fantastiques vont être un nouveau vivier pour les femmes émancipées par le travail en usine. Et très clairement, le film a été commercialisé avec cette idée-là en tête. Il y a eu tout un tas de produits dérivés publicitaires autour du film. Il y a eu toute une stratégie, en fait, où très clairement, c'était aux femmes émancipées qu'on s'adressait. Et on le voit bien quand on regarde les publicités de l'époque et les affiches qui étaient proposées du film. On voit bien qu'Irena, elle est entre la femme dangereuse, la femme fatale et la femme enfant. Il y a quelque chose d'assez intéressant ouais. par rapport à la position qu'elle embrasse. Elle a certes la robe un peu fendue, elle est sexualisée, mais tout à la fois, c'est aussi une femme qui assume cette part en fait de présence. Elle réclame l'espace social. Et c'est vraiment des analyses qui ont été faites assez intéressantes sur le film, en disant vraiment que voilà là un film qui nous raconte quelque chose de la condition féminine des femmes en fin de compte, qui accèdent en fait à un autre statut, certes ambivalent. Et on le voit très bien avec Irena, c'est un statut ambivalent. C'est pas une femme parfaitement émancipée non plus, mais par le fait même qu'elle se promène seule dans la rue au début du film sans chaperon, ça dit quelque chose Mm. d'une époque en pleine métamorphose sur le statut des femmes. Et donc, quelque part, on s'en rend moins compte aujourd'hui quand on visionne le film, mais pour l'époque, en 42, c'était quand même quelque chose de proposer un film fantastique qui se déroule pas dans un château gothique, quelque part très loin, mais à New York, et qui, en plus de ça, questionne la place de la femme dans la société, puisque, rappelons-le, Irena, c'est une dessinatrice de mode, elle a un métier à elle, et au départ, elle n'a pas besoin d'homme pour exister. Et toute l'attention va venir précisément de là, que l'homme va s'insérer dans son espace de solitude et d'indépendance qu'elle avait auparavant. Oui, et ce qui est intéressant justement, c'est le choix de Simone Simon qui ne dégage pas forcément ce côté sulfureux, ce côté Mm, mm, séductrice sulfureuse ou une étrangeté. On n'est pas chez Lana Turner. Quand on a des gros plans sur elle, on est étonné par ce visage très poupin en fait. Elle a un mm, visage très enfant, comme tu disais, ses regards un petit peu effrayés, plein de doutes, plein de questionnements. Par contraste, justement, Alice paraît être une femme beaucoup plus téméraire, sa façon de fumer, sa façon mm. de s'adresser aux hommes. Il y a un côté pour le coup plus femme affirmée quoi. Et là où Irina, effectivement, on est quelque part entre l'enfant qui a besoin d'être rassuré par rapport au conte cruel qu'on lui a raconté dans son enfance en Serbie, et effectivement une femme qui est encore en devenir. Et quand tu dis justement au début du film, elle a pas besoin d'homme, on peut voir dans le film, même si on va en parler, mais il y a effectivement plusieurs façons d'interpréter un peu Mm. la malédiction qui plane autour du personnage, comment dire, et ses doutes. Disons tout simplement une remise en question de l'engagement du couple, du besoin d'être dans un couple hétéronormé, on va dire, se projeter, avoir peut-être des enfants, voir ce personnage qu'elle attendait depuis longtemps. Jusqu'ici, je me suis réservé au partenaire qui allait vraiment compter pour moi et j'allais compter pour lui. Espèce de prince charmant, cette espèce de, Mm. je sais plus quel est le terme utilisé pour dire le garçon réparateur, tu sais, pour les femmes qui ont subi des traumatismes, tu sais, il y a un terme, je le retrouverai, mais c'est toute la remise en question de ça et de se dire, mais en fait, les normes de la société à l'époque, comment je m'inscris dedans, étant donné effectivement que d'une certaine façon, il y a une dichotomie chez elle entre je me suis construit pour m'assumer toute seule par peur de justement tomber amoureuse et de me transformer en chat et de devenir la pire part de moi-même. Et en même temps, bon ben, maintenant que je me suis construit comme ça, finalement, pourquoi je redouterais cet amour, tu vois? Elle a pas non plus 16 ans, 17 ans, 18 ans. On n'est pas non plus dans un type de récit où justement il y a la peur du désir qui arrive. Mais oui, on parlait un peu plus tôt du choix de Simone Simon. Moi, je pense qu'il est très bon. Le succès du film s'explique aussi
par cette fascination que Simone Simon exerce sur nous. Je pense notamment à cette scène où le psychiatre justement lui fait des avances extrêmement limites et elle le regarde d'un regard perçant, immobile, avec un éclairage qui rappelle presque l'éclairage sur les yeux de Dracula. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cette capacité de cette femme-là qui n'a l'air de rien à incarner un danger potentiel et à retourner la peur. En fait, ce n'est plus elle qui craint, c'est elle qui devient un objet de crainte. Et c'est là où je pense vraiment, et ça s'explique, hein, c'est pour ça que c'est le rôle de Simone Simon, c'est celui qui l'a révélé absolument au public. C'est que jusque-là, elle était plutôt cantonnée à des rôles soit secondaires, soit d'amoureuse, de femme Oui. exotique. Enfin, elle a toujours eu des rôles assez stéréotypés, sauf peut-être La bête humaine de Renoir, où c'est tout de même elle qui va s'arroger les services de Lantier pour tuer son mari. Enfin, voilà, là, on est chez Zola, donc c'est toujours infiniment plus tragique. Mais en fait, on découvre dans La bête humaine et surtout dans La féline que Simone Simon est vraiment une actrice de grands rôles théâtraux, en fait. Elle a une capacité à incarner autre chose que des femmes fluettes, amoureuses et naïves. Là, c'est enfin un rôle à la hauteur de ce qu'elle peut produire. Parce qu'il faut savoir que Simone Simon, c'est une femme, en fait, qui a beaucoup circulé entre Paris et Hollywood. On lui a fait régulièrement des fausses promesses en disant qu'on allait lancer sa carrière aux États-Unis. Elle y allait une première fois, elle maîtrisait pas suffisamment l'anglais, donc elle a été rejetée de certains plateaux de tournage où elle a eu des rôles assez insignifiants. Revenue en France, puis repartie à nouveau aux États-Unis, et ça a été extrêmement compliqué pour elle en fait de faire valoir son talent d'actrice puisqu'on ne la cantonnait qu'à des rôles de seconde zone. Et là, de manière complètement inattendue, ce film-là qui aurait pu se destiner à devenir un bide ou un film Mm. voilà mythique pour les générations à venir, bien heureusement pour elle, il a très rapidement pris en fait, alors qu'il a coûté très peu à produire. C'est ça qui est assez intéressant. On parlait un peu plus tôt des effets de lumière, effectivement, qui évidemment participent de l'ambiance du film noir, mais qui sont aussi une façon de ne jamais montrer la panthère et la Et oui, créature monstrueuse. Ça permet de faire des économies de moyens, et mais oui. quelque part, ça montre aussi la grande capacité de tourneur à évoquer par des jeux d'ombre, par des jeux de suggestion, un paravent qui porte une panthère, une figurine, une statue, cette présence tapie constamment dans l'ombre de cette créature qui pourrait surgir. Oui, c'est une série B, on dirait le terme série B. En fait, c'est un film avec des petits moyens. Pour des raisons économiques, effectivement, et budgétaires que le film a cet aspect et qu'ils ont choisi ce traitement-là. Mais 80 ans plus tard, ce cachet donne un côté Mm. très élégant au film. Mm. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans un film qui paraît fauché. Au Mm. contraire, ça donne l'idée d'une subtilité, c'est-à-dire que la façon dont Jacques Tourneur et Val Newton, son producteur, se sont triturés les méninges pour essayer de pouvoir faire rentrer cette histoire dans le budget qu'ils avaient à disposition. Ça leur demande des efforts davantage scénaristiques, de trouver, comme tu dis, des correspondances symboliques, de travailler sur toute une symbolique, de travailler sur des ellipses, comme je disais, des clairs-obscurs, mais même des clairs-obscurs dans le scénario, quoi, des clairs-obscurs Mm. Mm. même dans les dialogues. Et donc ça, forcément, le résultat passe l'épreuve du temps aussi grâce à ça, Mm. c'est-à-dire que peu de moyens, mais beaucoup d'idées, en fait. On Mm. pourrait Mm. résumer pour la Absolument. féline. Et c'est ça qu'on aime dans la série B quand elle est réussie. Et là, pour le coup, voilà, l'exercice est tellement réussi que, a posteriori, ça nous paraît au contraire un grand film Mm. hollywoodien dans le bon sens du terme, dans ce qu'on aime Absolument. dans Mm. Hollywood, quand il y a une véritable narration par l'image, une narration visuelle, et quand on a effectivement cette élégance. Bon, alors les années 40 aussi, ça aide beaucoup, hein. Les costumes des femmes, des hommes sont magnifiques, hein. On est dans une esthétique New Look, enfin, donc bien évidemment, c'est la classe, les moindres détails, la façon de fumer une cigarette, de s'asseoir sur un coin de bureau, voilà, des petits détails comme ça. Il y a aussi cette confrontation entre deux écoles de façon d'interpréter la vie, les signes de la vie, d'interpréter les peurs, d'interpréter les cauchemars, d'interpréter ces différentes choses, parce qu'il y a toute Mm. cette approche par la psychanalyse, par la médecine de l'époque moderne, qui se place en porte-à-faux des croyances populaires européennes dont le personnage d'Irina est originaire. Donc il y a tout cet aspect effectivement un peu psychanalytique, même si là aussi c'est très intéressant parce que comme le personnage du psychiatre est aussi un personnage loin d'être positif, Jacques Tourneur ne va pas non plus désamorcer l'héritage mythologique, fantastique du film par la modernité, par un traitement moderne, quoi. Les deux sont d'une certaine façon deux poids sociaux qui pèsent sur Irina, qui sont aussi contraignants l'un que l'autre, à la fois son héritage, son histoire, son folklore, et l'autorité de ce psychanalyste qui lui a été conseillé par son mari et par Alice. Donc ces deux choses qui l'oppressent de la même façon.
Ouais, je pense que c'est en ça que le film reste déjà très moderne pour son temps et très contemporain pour nous. Parce qu'il nous parle en long et en large de la condition féminine, en fait. De ce que ça fait de se sentir gaslightée ou rendue folle par un entourage, ou ce que ça fait de se sentir différente dans un Ouais. monde qui continue d'avancer sans soi. Et je pense que dans une certaine mesure, ce film-là est même marqué d'une pierre blanche pour les mouvements d'antipsychiatrie. On voit bien qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une critique, ou tout du moins un questionnement assez important sur ce que la psychiatrie apporte ou non puisque en fin de compte, elle ne va rien retirer de la psychiatrie, Mm. parce que même quand il essaie de la plonger en rêve régressif, ça ne lui apporte rien. Les moments où on a l'impression qu'elle se connecte le plus à ce qu'elle est véritablement, c'est la nuit, quand elle entend les râles et puis les rugissements venant du zoo qui est à côté, c'est vraiment ces moments-là qui lui appartiennent en propre. Mais le psychiatre est une figure de fauve, en fait, c'est lui le véritable prédateur, Ouais. qui va essayer d'abuser d'elle de manière extrêmement évidente. Donc ça, je trouve ça passionnant, le discours antipsychiatrique qui peut être une clé d'interprétation, mais surtout, tu parlais un peu plus tôt de la scène du restaurant, lors de laquelle elle croise cette femme qui s'adresse à elle en serbe et qui lui dit bonjour ma sœur. Et elle est éminemment troublée, Irena, parce déjà on lui parle dans sa langue latale. C'est la première fois qu'on l'entend depuis le début du film. Et en plus de ça, alors il y a eu plein d'encre qui ont coulé à ce sujet-là, hein. On comprend qu'il y a un sous-texte éminemment lesbien, où cette femme qu'il appelle ma sœur est peut-être une part de refoulé d'Irena. Et c'est pour ça vraiment que j'invite les gens à le voir plusieurs fois ce film, parce que si on le regarde avec ce sous-texte-là en tête, chaque phrase peut être interprétée comme la lutte d'Irena avec elle-même pour ne pas sombrer dans sa part d'homosexualité qu'elle refoule encore. Parce que quand elle dit j'ai une monstruosité en moi, j'ai de la noirceur en moi, je ne sais pas quoi en faire, on comprend que c'est une femme en fait qui lutte contre le désaveu et le déshonneur à cette époque-là de peut-être aimer les femmes plutôt que les hommes. Et si Ouais. elle se refuse donc à son partenaire, c'est précisément parce qu'elle n'est pas attirée par lui. Évidemment, là, c'est une lecture très contemporaine qui a été faite du film, mais j'ai fort à parier qu'à l'époque, en 42, on n'était pas beaucoup plus stupides que nous aujourd'hui. Et les femmes qui sont massivement allées voir le film, il y a fort à parier qu'elles aient pu aussi voir ce sous-texte queer, ce sous-texte homosexuel dans ce film-là. Et en cela, c'est un film qui reste très intéressant à regarder parce qu'il nous raconte quelque chose de l'autodestruction de soi quand on n'a pas la capacité d'être soi-même dans une société qui nous repousse, qui nous refoule. Et il faut qu'elle meure, parce qu'on va divulgacher, hein, allons-y, il faut qu'elle meure à la fin du film pour qu'enfin Alice et Oliver disent ah, en fait, elle a toujours été ce qu'elle prétendait être. Et donc on voit, on est quand même, ça finit sur une note très mélancolique, très rude. Ouais. On a fini par s'attacher à cette héroïne qui a quelque chose, comme tu le disais, hein, de poétique, de capiteux, d'enfantin. Enfin, on a envie de la protéger, cette héroïne. Elle fait peur à tout le monde. Et il y a plein de scènes très bien trouvées. On lui offre un chaton, le chaton est terrorisé par elle, elle tue accidentellement un canari. Enfin, il y a plein de scènes très fortes comme ça, mais c'est toujours involontaire. Elle abîme ceux qui sont autour d'elle par accident et elle-même, elle est abîmée par le monde qui lui est contemporain parce que le monde n'est pas prêt à l'accepter. Et il y a quelque chose de, à la fois de triste et de très beau sur la manière dont ça cultive en fait cette auto-détestation de soi jusqu'à la fin. Puisqu'à la fin, elle ouvre la cage de la panthère, ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Et on se dit là, pendant un moment, peut-être que c'est l'acte libératoire, puisque en rêve, elle voyait cette Ouais. fameuse clé, elle s'imaginait la tourner, etc. Et pas du tout. La panthère la heurte et voilà. Et c'est la fin. Enfin, ça nous raconte beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, sur les relations sociales et sur l'importance d'être authentiquement soi, en fait. Et en creux, je suis persuadée que Simone Simon, c'était un rôle qui lui allait à ravir, puisque précisément, elle a longtemps souffert en tant qu'actrice de ne pas trouver sa place. Puisque française d'extraction, on essayait de lui faire jouer des rôles de petite américaine. Enfin, Ouais. elle ne trouvait pas sa place. Donc c'est très intéressant de voir que ce film-là, c'est le film qui va quelque part mettre en abîme des problématiques qu'elle a pu traverser elle en tant que paria en quelque sorte d'Hollywood à cette époque-là. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis sur les différentes strates de lecture. La première qu'on voit d'abord, j'ai envie de dire, de prime abord, pour essayer d'identifier le film, on va le rattacher au récit de loup-garou, en fait, hein. Ça pourrait Mm. être non pas la peur de se transformer en panthère, mais se transformer en loup. On est très Mm. près de ce récit de métamorphose du film de loup-garou. Quand on dit film de loup-garou, parfois il y a des films qui sont des films de loup-garou sans que la créature en elle-même soit un loup-garou, mais les thématiques sont celles d'un humain qui a peur de se transformer en bête sauvage. Une thématique autour de la part de civilité, de Mm. civilisation et de notre part de sauvagerie, de l'appel de deux mondes en fait, la civilisation et le sauvage. On a ce personnage-là qui est une étrangère, hein, qui est étrangère C'est aux ça. États-Unis. J'allais te dire, c'est une femme migrante aussi, et c'est Et ça oui, qui est voilà. super intéressant, c'est qu'en fait, on est vraiment, c'est là où le film est très avant-gardiste. En fait, on est dans un film intersectionnel qui, dès les années 40, interroge ce que ça veut dire d'être une femme dans un monde d'hommes, et ce que ça veut dire d'être une femme d'une autre nationalité dans un monde
monde qui n'est pas forcément très Exactement. clément avec elle. L'air de rien, rappelons qu'au début du film, elle rencontre Oliver Parazaroso, etc. Il joue un peu avec elle à la draguer et elle dit vous êtes mon premier ami. J'avais pas d'amis jusque-là. Elle connaissait Ouais. absolument personne dans la ville. On a vraiment cette expérience de la mise à l'écart continue et perpétuelle de cette femme parce que serbe, parce que femme, parce que peut-être un peu naïve. Enfin, Et donc, Irina, comme elle passe son temps au zoo, elle passe son temps devant des animaux exotiques, elle-même étant d'une certaine façon un animal absolument. exotique aux yeux des Américains, aux yeux du reste de la société qu'elle a autour d'elle, qui est aussi une part, à mon avis, que les Américains peuvent projeter sur l'Europe, le vieux continent européen fait de vieux mythes, de vieilles légendes, des territoires obscurs qu'ils ne connaissent pas. Il y a aussi ce côté, voilà, vers quel monde je me dirige, vers un monde qui est davantage un monde plus sauvage, où je vais pas avoir besoin de faire autant d'efforts sociaux, en fait, où je vais laisser parler mes instincts. Il y a ce rapport à l'animal, à l'animalité, voilà. Donc ça, c'est bien évidemment la première couche qu'on voit, parce qu'on va l'associer aux thématiques qui sont les thématiques du film de loup-garou. Et comme tu le dis, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir plein de métaphores sur différentes, Absolument. voilà, sur selon l'inconfort qu'on a dans la société par rapport à telle ou telle composante de notre personnalité, qui peut être nos origines, notre sexualité, nos opinions aussi politiques, nos opinions sur la vie, comme je le disais, les opinions sur le mariage, tout simplement sur les conventions autour du couple, autour de la vie bourgeoise, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est ça qui est très intéressant dans le film et qui fait que on peut, comme tu dis, le voir et le revoir époque après époque. Je propose qu'on parle un peu du remake. Alors, j'ai pas revu, moi, le remake. J'ai pas du tout eu l'occasion. Tu peux en dire deux mots, hein, si tu veux. Moi, je l'ai vu il y a peut-être une dizaine d'années. J'en ai pas du tout de souvenirs impérissables. Ouais, qui est quand même de Paul Schrader, hein, 82, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois bien. Bon, j'avais trouvé que c'était un film intéressant, très beau esthétiquement et très pulsionnel aussi. Il y a une ambiguïté autour d'une histoire de d'inceste, parce que en fait, on est sur le même concept que le film de Jacques Tourneur, mais c'est pas exactement un Mhm. remake. C'est Nastasia Kinski qui joue le rôle de la féline en question, et son frère qui revient la hanter, en fait, est joué par Malcolm McDowell. Et donc, il y a plus une composante incestueuse, incestuelle. Je vais pas en parler davantage parce que peut-être qu'il y a d'autres sous-textes et d'autres choses intéressantes dans le film, Mhm. mais je me souviens pas vraiment, à part la scène de la piscine qui, je me souviens, était reprise dans le film de Paul Schrader avec une rivale, et qui est effectivement là aussi qui était jouée par Annette O'Toole, si je dis pas de bêtises. Il y avait un caractère aussi, bon, si je me souviens bien, plus frontalement exotique. Je revois quelque chose qui va évoquer l'Afrique de manière beaucoup plus présente, voilà. Alors que là, dans le film, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un décor très urbain dans le Jack Mhm. Turner, Mhm. et que c'est juste, comme tu le disais, par des petites touches de déco, d'accessoires, que la sauvagerie dont je parlais, le monde sauvage dont je parlais, doit rejaillir, mais de manière, voilà, parfois subliminale. Et dans le Paul Schrader, je me souviens que c'était plus présent dans la photographie, dans le décor, voilà. Et Magnifique. d'ailleurs, je précise qu'il est disponible sur archive.org, donc il n'est pas difficile à trouver. Ouais, donc il doit être libre de droit, ou en tout cas, il y a un flou juridique autour des droits, je suppose. Si... Voilà, donc allez le voir sur Ouais. archive.org. Pauvre vieille femme, je ne voulais pas que... Je ne savais pas. Elle avait choisi sa propre mort. C'est le destin qu'elle souhaitait. Et toi, n'as-tu pas de regrets comme moi? Je ne connais pas le regret. Ah, Je connais le chagrin, mais ce n'est pas la même chose. où t'en vas-tu maintenant? Je cherche celle qui serait comme moi. Les as-tu vus, mon magicien? Non, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Pas quand j'étais éveillé, en tout cas. Un papillon m'a parlé d'un taureau de feu qui a repoussé toutes les autres licornes aux confins de la terre. Et la mère La Fortune a parlé d'un certain roi Agar. Alors, je m'en vais où elles sont, pour savoir ce qu'elles savent. Prends-moi avec toi. Porte-bonheur, amuseur, facteur inconnu. Tu peux venir avec moi si tu le veux. Alors on passe à La Dernière Licorne, un film sorti en 1982, réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr. C'est adapté d'un roman de Peter S. Beagle. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de ce film Oui, d'animation? alors on a de la chance parce que le titre est très explicite. Notre Oui. licorne est la dernière licorne. Elle cherche désespérément ses consoeurs et un jour un papillon un petit peu foufou va lui dire, eh bien, va chercher tes consoeurs quelque part près du taureau de feu. Et donc elle va partir dans une errance, encore une fois, très mélancolique, hein. Là aussi, c'est un fil rouge avec le précédent film. Elle va partir en quête des dernières licornes et en chemin faisant, elle va rencontrer un magicien. Elle va rencontrer différents personnages qui vont l'aider dans sa quête. Et puis, malheureusement, elle va être transformée en humaine pour la protéger de l'attaque du taureau de feu. Et elle va faire l'expérience, eh bien, d'une chair qui vieillit, de perte de mémoire. Et elle va découvrir qu'être une licorne immortelle, c'était quelque part beaucoup mieux.
Oui, bah, très bien résumé. Donc là, on comprend avec le pitch que tu as fait qu'on est dans l'heroic fantasy, hein, on est Mm. dans le merveilleux, avec des licornes, des magiciens, tout un bestiaire. Je précise aussi que c'est un film difficile à situer dans sa nationalité parce que les deux réalisateurs sont américains, donc c'est en partie un film américain indépendant, on va dire, une production indépendante. Il y a également de l'argent qui vient de l'Allemagne de l'Ouest, parce qu'on est en 82, donc c'est avant l'Allemagne réunifiée, de l'argent anglais, de l'argent français, et aussi des équipes japonaises en renfort pour l'animation. Alors pourquoi t'as choisi de parler de ce film, La Dernière Licorne? Eh bien, parce que c'est un film peu connu qui, moi, a vraiment marqué mon enfance. Enfin, il fait partie de ces Ouais. films-là, comme je sais pas, Rocco Rico, Zack et Krista, Richard au pays des livres magiques et tant d'autres que je pourrais te citer. C'est vraiment un film que je regarde, alors pas chaque année, mais que je regarde souvent avec plaisir et qui, je pense, m'a beaucoup nourri, que ce soit mes imaginaires visuels. C'est pas du tout ce film-là qui a fait de moi une amatrice de fantasy, mais c'est un film sur le plan poétique qui, je pense, m'a beaucoup nourri, frappé, ému. Et quand je l'ai revu précisément pour échanger avec toi, ça m'a tout autant ému. Il y a certaines œuvres comme ça que tu croises dans ta vie qui continuent de t'accompagner, de te travailler, de t'émouvoir. Et ce film-là, incontestablement, c'est un des films que j'emporte constamment dans mes bagages émotionnels. Voilà, il fait partie de moi, ce film. Donc j'avais très envie, tu vois, sur un registre un peu différent, même si là aussi on a un personnage de femme forte, j'avais très envie de le faire découvrir, en fait, tout simplement à tes auditeurs. Oui, alors c'est intéressant, moi je l'avais jamais vu, La Dernière Licorne, c'est un film que j'ai croisé parfois, dont j'ai vu la jaquette dans des vidéoclubs à l'époque, oui ça nous rajeunit pas. Voilà, mais je l'avais jamais eu l'occasion de le voir. C'est un film immensément poétique en fait, hein. Mm. C'est vraiment un très beau film d'heroic fantasy, un film d'animation qui va effectivement brasser des motifs scénaristiques et visuels qu'on a beaucoup vu dans l'animation, hein, même chez Disney, mais qui va le Mm. faire avec un ton très différent et un rythme aussi très différent. Moi, je trouve que c'est un film qui est très très intéressant parce que, grosso modo, on a quoi? On a 1h25 de récit, hein. Tu coupes le générique de début, le générique de fin, il reste 1h25 de film. Et en 1h25 de film, c'est incroyable comment l'univers arrive à s'installer. On se souvient que 4 ans plus tôt, 78, Ralph Bakshi doit faire Le Seigneur des Anneaux, doit animer le Seigneur des Anneaux avec notamment la méthode de la rotoscopie. Et bon, les critiques qui avaient suivi autour du film, c'est que c'était quasiment un défi impossible de condenser l'entièreté de la trilogie de Tolkien en 2 heures de film. S'il avait choisi peut-être le Hobbit, ça aurait peut-être été possible. Mais là, on est même sur moins d'1 heure et demie de récit. Un récit qui paraît très simple, finalement. Une licorne, un jeu de magicien qui l'accompagne, un château inquiétant avec un roi devenu fou, un prince, pas tout à fait le prince charmant, mais un prince valeureux, on va dire. Tous ces éléments qui sont finalement assez classiques et amenés de manière assez simple dans le film. Il y a tout ce qu'il va composer autour qui va Mm. enrichir l'univers et te faire croire à l'univers et te faire croire à la place de la magie dans cet univers, aux légendes, aux histoires qui l'ont précédé, aux histoires qui vont les suivre. Tu vois, le papillon qui arrive au début, c'est une très jolie idée. L'appel à l'aventure, hein, dans le trope que définit Joseph Campbell dans le héros mi-visage, il faut qu'il y ait un appel à l'aventure pour cette licorne qui la déplace, qui l'amène à changer son statu quo. Et là, c'est juste un papillon qui vient virevolter, qui vient parler, qui vient chantonner des chansons, des vieux airs C'est folkloriques. insupportable, ce papillon. Oui, Insupportable. Mais oui, oui, il y a des scènes surtout très fortes dans ce film-là qui, moi, m'ont marqué enfant et que j'ai vraiment imprimées dans mon esprit et qui sont restées parfaitement intactes. Cette scène qui, en fait, rappelle un peu notamment celle de Merlin l'Enchanteur. Je sais pas si tu te souviens quand les écureuils tombent amoureux et puis mmh, Merlin se retransforme en humain et il y mmh, a l'écureuil qui est très triste. Et là, tu as une scène, mais qui pour moi, enfant, était hyper flippante avec l'arbre qui prend vie, qui mmh. a une énorme paire de seins et qui Ouais. coince le magicien entre ses seins. Et vraiment, je me souviens que ça a brûlé ma rétine. Je me suis rappelée pour toujours de cette scène-là. Et surtout, l'extrême poésie du texte. On a une chance énorme avec ce Ouais, film-là, c'est qu'il a été formidablement bien traduit en français. ouais. Il est super bien doublé. Et je me suis noté une citation parce que je voulais absolument la redire aux auditeurs pour les inciter à voir ce film-là. Tu le disais, il y a beaucoup de thématiques entrelacées. Parmi elles, il y a la question de l'identité. On a un magicien Complètement. qui est un magicien de pacotille et qui veut parvenir à devenir un magicien de prime fortune. On a l'espèce de femme qui fait partie de la bande des Robins des Bois et qui pleure sur sa vieillesse parce qu'elle aurait aimé plus que rien au monde rencontrer une licorne quand elle était jeune Ouais. et maintenant elle sait qu'elle est trop vieille pour ça. On a ce prince qui pense que
pour faire tomber amoureux une femme de lui, il faut tuer des monstres, il faut s'affirmer en tant que chevalier valeureux. Enfin, on a toujours cette question de l'identité, à plus forte raison pour notre licorne devenue humaine. Et il y a surtout quelque chose de magnifique de l'ordre de la reconnaissance. On va avoir beaucoup de scènes, dont cette scène qui m'a aussi fait très peur. Je crois que c'est un film qui a fait très peur quand j'étais enfant, avec Madame la Fortune, qui est une espèce de sorcière carabosse terrible, qui est parmi les seuls à parvenir à voir la licorne. Il y a cette très belle idée sous-jacente dans le film, qui est que nous sommes dans un monde désenchanté, où les Ouais, hommes et les femmes ne sont plus capables de voir la magie. Et voilà. donc, pour la rendre visible, il faut facticement faire des sortilèges pour faire croire qu'un lion complètement famélique, c'est en réalité un être chimérique, que Un une licorne, griffon, on lui ouais. met une fausse corne pour Ouais. faire croire que c'est une véritable licorne. Et il y a cette citation incroyable où c'est notre petit magicien Schmeldrick, il dit à la licorne, je te connais, même si j'étais aveugle, je te reconnaîtrais. Et vraiment, le film est bourré de citations comme ça qui sont extrêmement belles, extrêmement bien traduites et qui nous accompagnent vraiment, à plus forte raison, nous, spectateurs enfants, et je pense aussi adultes, dans quelque chose d'un cheminement émotionnel tout au long du film où on accompagne nos personnages dans la découverte de qui ils sont vraiment et surtout dans une expérience de la perte. Et je me souviens qu'enfant, il m'avait beaucoup marqué ce film-là parce qu'il ne finit pas fondamentalement bien. C'est toute la question, en fait. Pour qui est-ce qu'il finit bien? Oui, les licornes sont libérées parce que les licornes étaient donc prisonnières de notre roi Hagard, hein, ce méchant fou et obsessionnel qui voulait collectionner les licornes pour en faire des objets d'apparat, en fait. Et donc, il les mettait dans l'océan où elles étaient prisonnières sous la houlette du taureau de feu. Et donc, à la fin, notre licorne, elle est retransformée en licorne puisqu'elle était jusque-là humaine et elle dépérissait, mélancolique. Hein. Et Ouais. notre pauvre prince amoureux, bah, il a un peu perdu goût à la vie puisqu'il Ouais, a touché du doigt la mythologie et on le exactement. ramène dans un temps qui, encore une fois, est vidé de sa magie. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, sur une mort symbolique de l'humain et qu'est-ce que ça veut dire de cette opposition entre la civilisation, les possessions et le monde magique. Est-ce qu'il renaît ou est-ce qu'il ne renaît pas? Enfin, je trouve que là-dessus, c'est un film qui est très adulte. Il y a tout un discours qui peut être destiné aux enfants. Il y a une histoire d'amour, il y a des licornes, il y a de la magie, il y a des moments rigolos, il y a même des moments grotesques. Mais en fin de compte, pour moi, c'est vraiment un récit infiniment adulte. Dans ce qu'il nous raconte sur la mort, sur la perte, le premier réflexe de notre licorne quand elle devient humaine, c'est de se rendre compte qu'elle n'est plus une créature immortelle. Ouais, oui. C'est vraiment sa première remarque, Ah, de c'est une dire je tragédie pour elle. sens mon corps Mm. mourir. Et en tant qu'enfant, je ne suis pas absolument certaine que j'avais perçu ce qu'elle entendait par là, mais en tant qu'adolescent, adulte, quand tu revois ce film et tu comprends qu'elle parle du fait que notre chair est périssable et que notre vie est très courte sur Terre, alors qu'elle, elle est une licorne immortelle qui va vivre pour toujours, il y a quand même quelque chose de très vertigineux dans ce film. Il peut être regardé enfant, adolescent et adulte. Il a vraiment quelque chose, je trouve, sur le plan émotionnel et sur le plan symbolique et poétique de très fort. Et il y a des scènes aussi très drôles. Je pense au squelette qui n'a plus de deuil et donc du coup il a des orbites vides et il veut, pour pouvoir ouvrir le passage secret, boire du vin et le magicien va lui donner une carafe d'eau, il va lui faire croire que c'est du vin et on voit qu'il est Mhm. complètement aviné, il a les joues rouges. Notre squelette, il pense avoir vraiment bu du vin. Donc c'est aussi un film qui circule entre le grotesque, le poétique et puis la musique. Il faut quand même parler de la musique. La musique est vraiment très belle, très mélancolique aussi, hein. Mais c'est vraiment une musique qui a marqué son temps. Et Mhm. je pense que c'est un de ces films qui, selon moi, accompagne en fait un grand moment des fictions pour les enfants à l'époque, comme l'Histoire sans fin. On connaît un peu mieux l'Histoire sans fin, mais des films qui, comme ça, marquent une époque où on arrivait à faire des films très intelligents pour les enfants, qui arrivaient à montrer que le cinéma d'animation, c'était pas le parent pauvre de la littérature. Parce que là, tu l'as dit en intro, c'est une adaptation Ouais. de Beagle, hein, qui est un grand auteur de fantasy. C'est d'ailleurs considéré comme son œuvre majeure et ça fait partie. C'est très souvent listé dans les 100 livres de fantasy à avoir lu, hein, La Dernière Licorne et ses suites, parce qu'il va leur donner plusieurs suites. Et effectivement, je pense que ce film-là nous montre que l'animation, c'est un art à part entière et un art qui peut nous émouvoir, nous faire raisonner. Et moi, c'est un film qui m'a toujours troublée parce qu'il fait peur, parce qu'il nous émeut et parce qu'il est beau. Je pense qu'il est infiniment beau parce qu'il est pas niais. Elle Non. n'épouse pas le prince à la fin. Ils ont pas plein d'enfants dans un château. Le château, il a été détruit. Elle est redevenue licorne et le prince, il dit bon, j'aurais eu au moins le plaisir de rencontrer une licorne une fois dans ma vie. Et voilà. Ben, la parenté avec l'histoire sans fin que tu as faite, qui est c'est clair, et puis qui est sortie 2 ans plus tard, donc on est un peu dans la même effectivement famille qui réussit à adapter l'heroic fantasy tout en réussissant à lui donner une vraie ampleur et en préservant sa poésie. Qui plus est, l'Histoire sans fin est un film ouest-allemand également, hein. Donc oui, c'est intéressant parce que ce que je disais à propos de la façon dont le film va créer toute sa mythologie, c'est par petites touches autour de personnages secondaires, de petites apparitions qui vont composer tout cet univers. Donc il y a El Papillon au début, même si c'est vrai qu'il peut être très agaçant, mais qui ne parle presque qu'en citation d'une certaine façon, qu'en
petite comptine. Et puis ensuite, tu vois, tu as, comme tu dis, tu as la séquence avec la sorcière et tu vas avoir une harpie qui va te permettre de dire, ah voilà, donc il y a d'autres animaux mythologiques dans cet univers désenchanté. Univers désenchanté, d'ailleurs, c'est ça qui nous ramène aussi à l'histoire sans fin, c'est qu'on est aussi sur le risque d'un univers qui se désenchante sur un monde où on risque de ne plus croire à l'histoire de l'histoire sans fin. C'est l'enjeu narratif de C'est l'histoire ça sans fin. qui est magnifique dans ces deux films-là, c'est que c'est des appels à continuer à croire en la magie. Ben, c'est presque méta d'une certaine façon, Mm, comme on dit mm, aujourd'hui, sauf que c'est un méta qui n'est pas un méta, comment dire, cynique, comme on a mm, aujourd'hui, qui est un peu autodérisionnel, voilà, et facile. C'est que c'est un vrai méta, c'est une vraie méta-questionnement sur ce qui façonne un univers, ce qui lui donne sa crédibilité, ce qui lui donne son fond émotionnel. Il y a effectivement ça aussi dans La Dernière Licorne, parce que tous ces personnages dont je parle, tout ce bestiaire, c'est là pour te rappeler qu'on est dans une histoire qui doit se prolonger, qu'il faut mm, sans cesse renouveler, qu'il faut répéter, tu vois. Ce sont des personnages qui sont là pour te dire, oui, je connais cette histoire, je l'ai peut-être oubliée en partie, mais toi, tu dois y croire, tu dois continuer d'y croire, tu dois peut-être la réinventer à un certain moment, il faut la transmettre, tu vois. Et cette histoire, c'est notre histoire aussi, c'est ce qui nous donne notre réalité de personnage. Pour qu'on croie à ce qu'on est, il faut qu'on ne cesse de se parler, de se raconter cette histoire. Le chat, tu sais qu'il y a dans le château, c'est pareil, tu vois, il y a ce chat borgne qui est là, qui dit, ah mais moi, tout le fond de l'histoire, moi je le sais, hein, tu vois, j'ai une avance sur vous. Ah oui, moi je pourrais tout vous donner, toutes les informations que vous voulez. Tu vois, il y a ce côté, alors il joue avec eux. Le squelette, c'est pareil. Ah, vous cherchez une réponse à vos questions? Ah, mais la réponse, je l'ai. Et t'as ces personnages qui parfois bluffent, hein, on se dit parfois peut-être qu'ils bluffent, mais en tout cas, ils sont savoureux parce que ils sont dans cette transmission orale de l'histoire, de la croyance en cette histoire. Et tous ces personnages-là sont là pour crédibiliser l'univers, en fait, pour leur donner une raison d'être, pour rappeler aux personnages qu'il faut pas oublier ce qu'est une licorne. En fait, quand tu parlais de l'identité, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un personnage qui a besoin qu'on lui dise qu'on croit en elle. C'est l'histoire du regard de l'autre sur soi pour croire en son immortalité, à la part d'immortalité qui lie les êtres aussi. C'est tout ça qui est magnifique dans le film. Cette licorne, elle va pas simplement chercher ses semblables, elle a peur d'être la dernière licorne, et le but du film, c'est de retrouver les autres licornes, de se rassurer en disant je ne suis pas seul, je suis pas unique, je suis pas perdu au milieu d'un monde où on ne me le voit même plus comme une licorne. On a un paysan qui pense que c'est simplement une jument blanche. C'est pas simplement je vais devoir retrouver des semblables, parce qu'effectivement, comme tu dis, en fait, cette fin, oui, c'est vrai que c'est bon pour la première couche de lecture que tu appliques à un enfant, il y a besoin d'avoir une fin heureuse où la quête est accomplie, il y a besoin de cette satisfaction. Mais en réalité, c'est pas tant à ça que tu crois, c'est pas tant en fait que heureusement les licornes existent encore, elles sont des centaines, c'est simplement cette licorne-là, l'important c'est qu'elle se sache encore licorne, et c'est comme ça que son identité de licorne va se transmettre. Elle a rencontré des gens qui se souviennent d'elle, comme tu dis, le personnage du jeune magicien. Ouais, la question de la mémoire, elle est essentielle. La Exactement. question de la mémoire, ouais. Sans t'avoir connu, je te reconnais pourtant. Il y a quelque Mm, chose qui était là avant nous, qui nous lie, mm, et on se reconnaît d'un regard, on se reconnaît d'un souvenir. Et voilà, ton immortalité de licorne, elle tient pas en ton corps qui risque de devenir mortel. Ça va être le souvenir de cette histoire et la part d'immortalité qu'on doit se transmettre les uns les autres, qui passe par une histoire à se raconter. C'est bien sûr une ode à l'imaginaire, ce film. tout à fait, tout à fait. Il y a cette question de la magie qu'on a en partage et surtout du pouvoir des récits. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, on parlait de l'aspect méta, c'est aussi ça, c'est dire que la fiction, elle a un pouvoir, la narration, elle a un pouvoir, profondément. Alors, en revanche, donc oui, pour ce qui est de la musique, donc tu complimentais la musique du film qui est faite par un musicien qui s'appelle Jimmy Webb. Je suis un petit peu plus partagé sur la musique personnellement, parce qu'il y a un côté très pop folk Mm, pop, je sais pas comment on mm, peut mm, dire, avec des chansons qui narrent l'histoire un peu à la façon d'une chanson de geste, un peu, hein. On retrouve un petit peu Ouais, le, ouais, il y a quelque chose de voilà. la balade, hein. Ouais, de la balade, un peu comme le coq qui figurait Mm, mm, Alan O'Dale dans le Robin des Bois de Disney, tu vois, il y a un peu ouais. c'est un peu sur le même principe. Sauf que je trouve que bon, il y a un côté très pop fin 70-80, donc moi personnellement, mais ça c'est une question de goût, j'aurais préféré peut-être quelque chose qui se rapprocherait même carrément de sonorités médiévales un peu plus Mm. assumées. Je trouve que parfois ça tranche un peu avec l'ambiance du film, ça s'y prête pas toujours. Voilà, mais ça c'est une question de goût. J'aurais aimé qu'il Oui, aille je encore pense plus que dans un côté un peu plus presque archaïque. je pense qu'effectivement, c'est affaire de goût. Après, l'esthétique médiévale, elle est souvent.
effleuré notamment à travers les clins d'œil à la tapisserie de la Dame à la licorne, qu'on retrouve un peu partout, et notamment dans une scène où Dame Amalia, qui est donc la forme humaine de la licorne, erre dans une grande pièce, elle voit un miroir face à elle, et dans le miroir face à elle se reflète cette fameuse tapisserie de la Dame à la licorne, très célèbre, hein, et qui lui montre un visage de licorne. Et donc ça la met toujours face à son propre reflet déformé, à sa propre identité, etc. Mais moi j'aime bien la bande son, donc je pense qu'effectivement c'est vraiment affaire de goût. Mais je Ouais. pense que cette bande son, pourquoi est-ce que je l'aime bien? C'est parce que notamment elle accompagne une scène que j'aime beaucoup, où la licorne part en quête de ses sœurs et elle traverse des espaces et la Mm. musique scande en fait ce parcours et cette quête où elle traverse des lieux très verdoyants, elle traverse le froid, elle traverse la Ouais. rivière. Il y a quelque chose qui moi je pense m'a beaucoup impressionné enfant. Puis on sait très bien que les films qu'on voit enfant, voilà, nous marquent durablement. Et je pense que c'était très nouveau pour moi de voir un film où il y avait vraiment de la mélancolie, de la Mm. peur, de l'angoisse et des enjeux qui n'étaient pas celui de sauver un royaume. C'était Non. d'abord de se comprendre elle-même et de se Ouais. sauver elle-même. Et je pense que c'est ça qui, moi, a fait que la musique me semblait en phase avec cette espèce de mélancolie, oui, parce que je pense que c'est un film qui est mélancolique. Et comme tu dis, oui, c'est vrai qu'il y a un très beau texte qui accompagne ça. Il y a une Mm, exigence pour le verbe dans le film absolument. qu'on retrouve rarement dans le cinéma d'animation. Ces dernières années, j'ai un peu décroché du cinéma d'animation. J'ai vu moins de récits qui m'intéressaient ces dernières années, à part peut-être effectivement quelques films. Je pense notamment au film de Tom Moore, de l'Irlandais Tom Moore, comme Le Peuple Loup, qui est aussi Mhm. magnifique et dont l'enjeu c'est aussi trouver son identité. Alors là, on rebondit sur le premier film puisque c'est aussi un Bien récit sûr, de bien sûr. loup-garou. Voilà, on est Mhm. aussi sur une histoire de métamorphose, un très beau film avec en plus visuellement de très belles idées, mais qui a quand même pas ce verbe, même si je me souviens que là aussi la version française, c'est une coproduction française, Le Peuple Loup, était très bien adapté. Ça a quand même pas cette même exigence avec le Mhm. texte et cette même confiance en son public, parce qu'il faut faire confiance au public, même aux plus jeunes, Bien en sûr. leur Mhm. proposant ce film et en proposant les thématiques dont on parle, qui sont des Mhm. thématiques effectivement qui réfléchissent aux médias que tu es en train de voir. En même temps, tu dis à un enfant, tu dois croire au film que tu vois sans trop te poser de questions sur pourquoi il existe. Et d'un Mhm. autre côté, tu vas le revoir et comprendre que justement, c'est parce que c'est un film et un récit qui se pose des questions sur sa raison d'être et sur sa force et sur son authenticité, que c'est justement pour ça qu'il est aussi fort. Voilà. Et Oui, c'est peut-être utile aussi de rappeler que ce roman-là, c'est un peu comme si on regardait une adaptation du Petit Prince en oubliant que c'était un livre à la base. C'est vraiment un très grand classique ouais, anglophone qui est étudié au lycée, à l'université, comme vraiment un texte de fiction programmatique pour la ouais. fantasy, au même titre qu'Ursula Le Guin et tout un tas d'autrices. Donc c'est vrai que là, on parle beaucoup de l'adaptation, mais il faut vraiment se dire qu'avant l'adaptation, il y a eu ce bouquin qui est un sédiment absolu de la littérature de fantasy et qui continue d'être étudié encore et encore. Je sais que généralement, les gens considèrent que c'est une belle adaptation, qui s'est un peu départie aussi d'une interprétation christique qui peut être faite du texte de base, mais qui est typique de ces grands textes de fantasy. Oui, Avec bien Narnia, on évidemment. a eu la même question. Avec quelqu'un comme Philippe Pullman, au contraire, on avait un Ouais. renversement de ces codes-là. Mais tous ces textes-là de fantasy, très souvent, se questionnent sur le positionnement judéo-chrétien et sur l'héritage des grands récits religieux qu'on peut avoir. Là, on parle beaucoup du film comme si c'était une évidence, mais le film n'aurait pas existé en fait sans ce texte-là qui est considéré comme un monument, voilà, de la littérature anglophone. Alors la scène où il y a la femme qui les accompagne, qui lui dit où étais-tu quand j'étais encore jeune, C'est dur, hein. c'est Mais tu magnifique. vois ces scènes-là, que ce soit le magicien quand il lui dit, voilà, je te reconnais, je t'ai toujours Ouais, connu, etc. Et elle quand elle lui dit, mais où où étais-tu? étais-tu? Enfant, je pense que ça m'est complètement passé au-dessus. Et adulte, ça te prend à la gorge parce qu'en fait, ça dit aussi quelque chose sur le temps qui passe, sur le fait que t'es plus enfant. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de... Et Non, mais je pense que c'est un c'est film qui nous apprend magnifique. la perte. Il nous apprend la perte. Il y a quelque chose Exactement. Ouais. là-dessus sur apprendre à mourir, apprendre le fait que tous nos rêves ne s'exaucent pas, J'espère. mais Ouais. ils peuvent prendre d'autres formes. Et c'est Ouais. là où c'est voilà, C'est c'est pas ça. un film C'est ça. macabre, c'est un film porteur d'espoir, mais qui nous apprend que l'espoir, il est beaucoup plus nuancé que ce qu'on pense. Ouais, exactement. L'espoir, il est pas figé, il Ouais. évolue. Victor, we gotta get off this ship right now. You're saying there's two of you now, Yes, and I'm dead in the restaurant. you were killed. Okay, so I'm dead. Downey's in the water, he's dead too. Sally, okay. You see where I'm going with this, right? I mean, if we're dead and there's two of you, how are we all gonna get off this ship? I should never have boarded the ship. I knew something was wrong. I should have forced you to stay on the yacht, and then you'd all be alive. I've got to tell you, I feel pretty alive right now. Soon you're gonna be dead, Hey, easy Victor. on the grabbing. Everything that happened to you before. God, I can't even believe I'm talking this shit. Victor, it means you're gonna die. You'll die, and then Downey, and then Sally, and then Greg.
Et on termine avec Triangle de Christopher Smith, un film qui est sorti en 2009. Donc là encore, je vais te demander de résumer Triangle, qui est un film, on peut dire une sorte de film high concept, un film un peu quatrième dimension, épisode de quatrième dimension. Alors là, c'est beaucoup plus difficile à résumer, parce Oui. qu'en le résumant, je vais très vite le déflorer. Donc, j'aurais tendance à dire, en tout cas, que c'est un film un peu mindfuck, hein. C'est un film qu'on voit une fois, deux fois, trois fois, et chaque fois qu'on le revoit, on a l'impression de mieux le comprendre. La première fois qu'on le voit, on ne le comprend pas très bien, c'est tout à fait normal, mais pour le dire très simplement, c'est un film dont le titre est assez programmatique, hein. Il se déroule dans un espèce d'espace qui serait un avatar du triangle des Bermudes. Notre héroïne qui part en mer avec une bande de copains fait naufrage, elle monte à bord d'un navire et à ce moment-là, alors on reviendra un petit peu sur cette idée plus tard, elle semble rentrer en quelque sorte dans une boucle temporelle et elle n'a qu'une envie, c'est en sortir pour retrouver son fils qui est resté à la maison. Mais on va voir que l'interprétation est beaucoup plus complexe que ça. On pensait être dans un film de science-fiction, en fin de compte, le film bascule plutôt dans un film symbolique qui peut donner lieu à tout un tas d'interprétations et je pense que c'est ce qui fait la force de ce film-là précisément. On a du mal à le résumer. Il est très difficile à pitcher et je me demande bien comment ils ont pu le vendre à l'époque aux producteurs Ouais. parce que c'est un film qui vraiment comporte des strates de signification et en termes de narration, c'est des échevaux hyper Ouais. compliqués, hein. Alors, il y a des trous, voilà, ça ne fonctionne pas toujours en termes de narration, mais en termes de ce que ça propose, pour moi, c'est un film qui est aussi coup de poing que peut l'être Cohérence, que peut l'être tout un tas de films de cet acabit-là, qui sont vraiment des films à concept, comme Prédestination, enfin voilà, des films où on ressort du visionnage en disant, ah, d'une part, j'ai envie de le recommander à d'autres, d'autre part, j'ai envie de le revoir pour être sûr d'avoir tout compris, et cette fois, je prends un petit carnet à côté de moi et je commence à noter ce qui se passe dans le film. Oui, 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 ça peut être une façon de regarder le film, effectivement. Bon, je suis content que tu aies choisi un film de Christopher Smith, qui est un réalisateur que j'adore, hein, qui est vraiment un réalisateur qui nous a proposé, au final, quand on regarde sa filmographie, plein de films très différents. C'est un réalisateur de cinéma de genre, coutumier des festivals fantastiques à travers l'Europe. C'est un Britannique, Christopher Smith. Il a officié dans plein de genres et sous-genres, et à chaque fois avec quand même un certain brio, toujours des trouvailles scénaristiques très intéressantes, travaillé formellement les différents genres dans lesquels il a officié. Pour en revenir au film noir, il a retravaillé le film noir sur une forme un peu plus contemporaine, effectivement avec une narration là aussi un peu plus éclatée, reconstruite avec des tours par exemple. On a le film de psycho-killer, film d'horreur avec Creep qui se déroule dans le métro. On a eu Sévrance, alors là je les mets pas dans l'ordre, désolé. Pour les auditeurs et les auditrices, vous recomposerez la filmographie. Voilà, dans ma tête, je fonctionne comme Christopher Smith. J'éclate la narration, mais Sévrance, qui était une satire du monde du travail. Voilà, il y avait quelque chose de plus satirique, qui allait plus volontiers vers la comédie horrifique. Il y avait Black Death, qui était un film sur l'Inquisition, là aussi avec des touches de fantasy, mais quelque chose de beaucoup plus sombre, presque de dark fantasy, on va dire. Donc c'est un réalisateur très intéressant parce qu'il est capable de faire plein de choses différentes. Je crois qu'il y a aussi une comédie de Noël un peu grinçante qu'il a faite pour la télé anglaise, qui n'est pas sortie chez nous en France. Enfin vraiment, il s'est essayé à plein de genres différents, comme des différents terrains de jeu. Au-delà de l'exercice qu'il nous procure et qui est assez réussi et qui est assez agréable durant le visionnage du film. Après, on est effectivement hanté par les thématiques qu'il a voulu mettre dans ce film et on y réfléchit. On se dit que c'est pas juste un styliste, un formaliste, c'est aussi un cinéaste qui est capable d'installer en souterrain des thématiques très intéressantes. Et voilà, Triangle, c'est vraiment le cas. Comme tu dis, alors c'est intéressant parce que tu disais, on a l'impression qu'on va être dans un film de boucle temporelle qui est devenu un genre à part entière hein, ces dernières années, effectivement. Bien sûr. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi, au début, en le revoyant, je l'avais vu il y a quelques années. Là, en le revoyant, effectivement, j'étais resté un peu sur cette idée de boucle temporelle, de die and retry, comme on dit dans le jeu vidéo, c'est-à-dire un échec et on recommence et on essaie de rattraper le coup et puis on meurt une Et deuxième c'est une fois. interprétation possible, hein. C'est une interprétation On, possible. on peut effectivement penser que le film se lit comme ça, un petit peu à la manière d'Happy Birthday, d'Un jour sans fin, et de toutes ces adaptations avec une boucle temporelle en circuit fermé. Je pense que c'est tout à fait juste hein, de l'interpréter comme ça. Mais l'interprétation qui me semble la plus saisissante, parce que c'est vraiment celle qui montre le talent du réalisateur, c'est celle d'interpréter. Et là, on va rentrer un petit peu dans la complexité, mais d'interpréter que tout ce film-là n'est jamais qu'un récit de l'au-delà, où notre héroïne, en fait, subit une sorte de mythe de Tantale, de mythe de Sisyphe, où elle revit encore et encore le même moment, qu'elle revit vraiment en boucle à la manière de ce disque rayé qu'elle voit à un moment Ouais. dans
une des pièces du capitaine. Et en fait, elle ne veut pas s'en échapper parce qu'elle porte la culpabilité, celle d'avoir, d'une part, maltraité son fils et d'avoir provoqué sa mort. Et quelque part, c'est assez intéressant quand on embrasse cette interprétation-là, puisque le film prend un sens complètement différent. Au sens où on se rend compte que ce qu'on voit là, ce n'est plus tant une héroïne qui essaye de s'échapper pour retrouver son fils, c'est une héroïne qui est condamnée à revivre encore et encore pour la punir, en fait, tout simplement du comportement de mère indigne qu'elle avait avec son fils autiste, hein, qui la fatiguait, donc elle lui mettait des gifles, etc. On se rend d'autant mieux compte à la fin du film. Et donc, quelque part, elle a la possibilité à la fin du film de sortir en quelque sorte de cet enfer, hein, de cet enfer typique de la mythologie grecque. On a un conducteur qui vient la voir et qui lui dit, voilà, est-ce que je peux t'emmener quelque part? Elle demande à être amenée au port, là où tout a commencé, et il lui dit, voilà, est-ce que je vais te revoir, est-ce que tu vas revenir? Elle dit oui, et donc on comprend bien qu'elle va relancer tout ce phénomène de boucle, même si le terme n'est pas tout à fait approprié, pour faire quoi? Pour retrouver son fils, certes, mais parce qu'elle a une incapacité à se penser autrement que dans un récit autocentré où il faut qu'elle survive, il faut qu'elle soit vivante, et il faut qu'elle reste le personnage principal. Et c'est là où j'aime ce film. Je savais que j'allais te proposer un film de premier acabit qui comporte des scènes extrêmement fortes. Il y a des scènes que j'adore dans ce film, qui à chaque fois nous mettent en quelque sorte devant le fait accompli. Elle va se rendre compte, et nous avec, qu'elle n'est absolument pas l'unique version d'elle-même, puisque les histoires très rapidement, à la manière des miroirs qui parsèment tout ce grand paquebot, vont s'entrechoquer. Les réalités vont s'interpénétrer. On n'est pas dans des mondes parallèles, on est plutôt dans des fils tressés d'un même récit, où chaque fois que ses amis vont réembarquer dans ce grand paquebot, ça va réemmêler un fil supplémentaire de l'histoire, et donc parfois il y a plusieurs versions d'elle-même, et elle se rend compte, tu donnais l'exemple du jeu vidéo, il est assez précieux ici, qu'il faut absolument, ou pas, telle est la grande question, éliminer ses potes à coups de fusil à pompe et puis d'exactions diverses et variées, et même elle-même, pour essayer de s'en sortir. Et il y a des scènes que je trouve terribles, parce qu'à chaque fois on dit « Oh non, c'est pas possible !» Il y a une scène où elle fait tomber son collier, elle se rend compte dans une plaque d'égout qu'il y a déjà là une bonne centaine de colliers, ce qui veut dire d'une part qu'elle n'est pas du tout l'héroïne originelle. Il y a plein de versions qui sont passées là avant elle, et surtout qui ont raté à chaque fois. Et il y a cette autre scène que j'adore, que je trouve hyper forte, où elle essaye de sauver une de ses copines, et elle lui dit « Non, non, c'est pas moi qui t'ai tiré dessus, je vais prendre soin de toi, t'inquiète pas. » Elle essaye de lui faire un garrot, etc. Sa copine est terrifiée, et sa copine se rend même pas compte qu'autour d'elle, il y a une centaine de versions d'elle-même, toutes blessées au thorax, parce qu'elles ont toutes été abattues par l'héroïne. Et cette scène-là, elle est complètement folle. Parce qu'en fait, elle repose sur aucun jumpscare, c'est pas gore, c'est juste un espèce de charnier, mais un charnier vraiment de l'inquiétante étrangeté, parce que c'est la même actrice. Évidemment, c'est des figurants avec une perruque, mais c'est suffisamment bien fait pour qu'on y croit. Et il y a quelque chose dans ce film que j'adore, du malaise, où tu ne peux pas aimer la protagoniste. En tout cas, je sais pas si toi tu l'as aimé, mais on est très embêté. On a envie profondément de l'aimer, on a envie de la voir sortir du dispositif labyrinthique et regagner son unique trame de récit, et tout à la fois, quand on s'engouffre dans l'interprétation qui voudrait que ce film soit aussi une punition pour la manière dont elle s'est comportée avec son fils, c'est son propre enfer personnel en quelque sorte, on ne sait pas si oui ou non on doit l'aimer et si on doit espérer qu'elle s'en sorte. Tu te retrouves nécessairement à te questionner, non plus sur les stratégies que toi t'aurais adoptées pour sortir du paquebot ou éliminer tes potes, mais vraiment sur est-ce que tu es un partenaire ou pas pour cette protagoniste-là, est-ce que tu es de son côté ou pas. Et tu vois, pour l'avoir vu plusieurs fois ce film et pour l'avoir revu pour toi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'apprécie ou pas. Je penche même vers l'idée que je ne l'aime pas beaucoup, cette héroïne. Elle m'est assez antipathique. Et pourtant, le film nous tient en haleine, profondément, du début à la fin. On n'est pas dans ce type de récit où on a un réalisateur qui déteste volontairement ses personnages et qui te fait les détester, et tu vas apprécier leur souffrance. C'est plus subtil que ça, c'est plus étrange que ça. C'est que, comme tu dis, on sent qu'il y a quelque chose de dissonant dès le début du film. On se dit, mais il y a quelque chose qui va pas, et on le comprend vers la fin du film, quoi. Donc oui, le schéma de la boucle temporelle qui a donné des films intéressants à voir, et parfois très ludiques, et parfois très inventif, hein. Moi, je pense à un film qui est sorti à peu près à la même époque, un peu avant, qui était Time Crimes de Nacho Vigalondo, qui est aussi un film que moi j'aime beaucoup, que j'ai revu dernièrement. Pour le coup, on a un personnage qui, comme tu disais, elle doit à chaque fois, elle se pose la question de est-ce que je dois tuer toutes les autres versions qui vont arriver dans le bateau par vagues successives pour être conforté dans mon identité, de me dire je suis moi, je dois supprimer toutes les autres. C'est même pas certain que ça marche. C'est ça qui est incroyable. C'est même pas certain que ça marche. Et même parce que c'est une version
version d'elle-même qui lui a dit il faut que Oui, tu les butes, oui, et à c'est chaque fois ça. elle laisse plein de petits papiers en mettant il faut les tuer, et elle lui redit avant de basculer. Donc c'est dans sa propre logique fracturée qu'elle pense qu'en tuant ses potes, elle va sortir de la boucle. Rien ne dit que ça va marcher. Mais voilà, la différence avec le personnage de Time Crimes, c'est un personnage dont l'enjeu était de détruire une autre version de lui-même pour Mhm. reprendre sa place, pour boucler la boucle. C'est un film qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est un personnage qui est prisonnier d'une espèce de zone à la fois temporelle et géographique qui se situe à quelques mètres de sa maison, et pour pouvoir regagner sa Mhm. maison, il est obligé de tuer l'autre version de lui-même qu'il considère un peu comme un imposteur. Enfin, c'est très intéressant, et c'est aussi un personnage qui va questionner les versions potentielles de lui. C'est une version plus Mhm. violente de Mhm. lui. La boucle temporelle dans Time Crimes, elle est intéressante parce que c'est un personnage qui fait une espèce de d'échapper, c'est une parenthèse dans sa vie qui lui permet d'expérimenter une autre version de lui-même avant de revenir, la boucle se boucle quand il revient transformé de cette expérience. Ce qui est intéressant dans Triangle, c'est comme tu dis, il y a un côté inéluctable à cette Mhm. histoire, c'est-à-dire que on va comprendre à la fin qu'en fait, il n'est pas question de s'échapper de cette boucle temporelle, Ouais. de clore Mhm. cette boucle temporelle. Ce qui est terrible, c'est que en fait, voilà, ce ne sont pas les enjeux d'un film de boucle temporelle, c'est pour ça que c'est pas vraiment une boucle temporelle, parce que et il n'est pas question de sortir de la boucle temporelle, voilà, et de mettre fin à cette espèce de répétition et d'accomplir quelque chose, de faire un parcours de personnage, trouver la meilleure version d'elle-même. Mhm. Son parcours, en fait, il est déjà scellé, son destin est déjà scellé dans une sorte de purgatoire, même pas de purgatoire. Le purgatoire, effectivement, ce serait davantage le trajet en taxi, en fait, ce serait plutôt Mhm. une espèce de charron. Le personnage Mhm. du chauffeur de taxi qu'on voit à la fin, c'est plutôt le symbole, effectivement, de ce passeur d'un monde à l'autre. En fait, on comprend que c'est quelqu'un qui a d'une certaine façon choisi un enfer autour de sa culpabilité, quoi. Donc, Son impossible rachat, c'est ça qui est intéressant, ouais. c'est qu'on comprend que c'est sa culpabilité, mais quand elle retourne chez elle et qu'elle va chercher son fils et qu'elle reprend la voiture, c'est exactement les mêmes comportements qu'elle reproduit. Celle de la mère agacée, et l'accident vient de là, du fait même qu'elle s'est retournée. Enfin, on voit bien que ça dit quelque chose de son incapacité de changer. Et c'est là, tu as tout à fait raison, je pense, une des grandes différences avec les récits type à la Groundhog Day, hein, les récits de Jour sans fin, c'est que dans ces récits de Jour sans fin, et je pense par exemple à la série récente Dark Matter, adapté du roman de Blake Crouch de science-fiction qui a eu beaucoup de succès, il y a toujours cette idée que quelque part, en te confrontant au monde parallèle, à des boucles temporelles ou ce genre de choses-là, tu révèles le meilleur de toi-même. Tu Voilà, choisis effectivement, voilà. comme tu le disais, une version. Et pourquoi est-ce que Triangle me plaît autant qu'un autre film que j'aurais pu te proposer, Cohérence? C'est parce que précisément, nos héroïnes s'affirment comme des personnes qui vont faire des choix problématiques. Je ne sais pas si tu as vu Cohérence, je Non, ne j'ai pas voudrais vu pas Cohérence. te le déflorer. Voilà, j'invite tout le monde à le voir. Il est vraiment super. Alors, il faut aimer la technique de filmage parce qu'il est filmé un petit peu à la manière, alors pas d'un mockumentary, mais il y a quelque chose un peu de documentaire. Oui, Donc, c'est assez maladroit, mais volontairement hein, oui. dans les cadrages. Et il y a aussi une grande part d'improvisation dans le film. Parce que l'idée, c'était vraiment, et là, je ne spoilerai en le disant parce que ça apparaît très vite dans le film, c'est un repas entre amis, filmé à la caméra. Les dialogues sont en partie improvisés. Il y a une comète qui passe au-dessus de la maison et ça va créer une espèce de dédoublement de réalité. Nos personnages sortent de chez eux et se heurtent à d'autres eux-mêmes dans les maisons en face. Il n'existe plus que des doubles de la maison Ouais. partout et on bascule donc dans un huis clos paranoïaque parce que la question c'est de savoir est-ce que ceux qui sont revenus c'est la version de notre univers ou est-ce que c'en est une autre. Et on va suivre un personnage féminin qui rappelle d'ailleurs un petit peu celui de Triangle qui va être amené à faire des choix puisqu'elle elle ne cesse de se questionner sur des choix de carrière qu'elle a pu faire, sur des choix de couple et elle va voir là une opportunité peut-être de recommencer sa vie. Et les choix qu'elle va faire vont être pour certains peu éclairés. Donc il y a vraiment un parallèle assez saisissant à faire entre ces deux films et en plus de ça Cohérence est un super film. Donc vraiment je recommande à tout le monde de le voir. Mais en tout cas Triangle, moi j'avais été assez bluffée la première fois que je l'ai vu parce que je me suis dit sans avoir tout compris la première fois, je me dis ah ouais je sens qu'il y a quelque chose de chouette qui se passe avec ce film-là. Sur le plan intellectuel, sur le plan même de la photo, hein, il y a des scènes Mhm. voilà Et extrêmement sensoriel, hein, fortes. aussi. Tout à fait, Parce que tout à c'est un fait. film aussi qui est très intéressant à revoir aujourd'hui, avec la mode du liminal spaces, tu sais, Ouais, 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 les espaces liminaires, comme on dit, ces espaces absolument. Mm. déserts étranges où il y a quelque chose qui va pas, des néons qui grésillent, des grands lieux vastes abandonnés. Voilà, c'est cette mode depuis 3-4 ans de se partager des photos. Alors parfois on se demande si ce sont de vrais, je sais pas moi, des théâtres abandonnés, des hôpitaux abandonnés, des longs couloirs qui n'en finissent pas, des parkings souterrains. Enfin, des fois on ne sait pas si c'est généré par intelligence artificielle, si c'est créé par un graphiste avec différents éléments composés par un graphiste, ou si ce sont réellement de vrais lieux abandonnés. Voilà, on retrouve ça bien évidemment dans ce paquebot. Le décor est génial, hein, l'idée de ce paquebot qui erre comme ça au milieu de l'océan, parce que ça commence par une tempête qui sort de nulle part, une espèce de tempête magnétique qui sort de nulle part. Le vent se calme d'un coup et vraiment, ils sont au milieu d'une mer d'huile comme ça, en se disant mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis surgit ce bateau, cet énorme paquebot qui semble errer depuis, je sais pas, 50 ans, 60 ans sur les mers comme ça, avec une vieille décoration. Et il y a ces longs couloirs
cette étrangeté d'avoir ce paquebot sans équipage, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui l'habite quand même, quoi. On sent que c'est un lieu hanté, on sent qu'il y a quand même une présence. Bah, il y a tout simplement leur présence, le risque des différentes versions. Il y a une présence inquiétante, il y a une entité dans ce lieu, et donc c'est vraiment voilà rapporté à la mode du liminal space, voilà, qui explose ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a nécessairement un lien avec les espaces liminaux, enfin en tout cas c'est une influence en vase communicant. C'est sûr que Triangle a tout à fait sa place dans ces esthétiques-là. Et je me demandais aussi si le réalisateur n'a pas été influencé par un épisode particulier d'X-Files. Je me demandais, mais c'est peut-être là un lapsus révélateur, s'il s'appelait pas Triangle justement, mais j'ai un gros doute, il faudra vérifier. C'est un épisode dans lequel Mulder se retrouve sur un paquebot, coincé au Triangle des Bermudes dans une version du passé, et Mulder Scully, pardon, cherche à tout prix à le ramener dans la temporalité actuelle, et donc elle va demander au Lone Gunman de l'aider, et on a sans cesse un montage, un parallèle qui nous montre donc notre fameux Mulder dans le passé, Scully dans le Ouais. présent, et ils essayent de se reconnecter temporellement. Évidemment, c'est plutôt sur le mode comique, mais comico-anxiogène, comme sait très bien le faire X-Files, alors que là, effectivement, les enjeux sont beaucoup plus grands dans Triangle. Mais je m'étais demandé, voilà, est-ce que par un heureux hasard, il n'y a pas eu une influence de cet épisode-là, parce que X-Files reste quand même une série institutionnelle, enfin une série assez incontournable pour les amateurs de fantastique et d'horreur. Donc voilà, peut-être que cet épisode-là a pu avoir une quelconque influence. Mais tu le disais très bien, hein, tous les récits de Loop, je pense tout de même que ça a dû être un point de départ pour lui. Si on pense effectivement à des films comme Looper, enfin il y a vraiment depuis quelques années pas mal de films comme ça qui vont essayer de réinventer cette idée du jour sans fin en y mettant aussi des enjeux identitaires. Dans Looper, c'est tout à fait ça. On a Joseph Gordon-Levitt qui se retrouve face à Bruce Willis, qui s'avère en fait être son lui du Oui, futur, et donc il hésite sur le fait de l'abattre ou pas. Et donc il y a toute une question sur la fracturation du moi qui n'est pas une unicité. Et je trouve que ce qui est bien actuellement, c'est que dans ces films-là, on arrive à interroger voilà, différents ensembles, différentes questions de l'ordre philosophique, de l'ontologie humaine et toutes ces choses-là, sans que ce soit juste le côté gadget, alors que dans Triangle, on voit que c'est infiniment plus complexe. On ne sait pas comment sortir de la boucle. Et nous-mêmes, on est pris dans une espèce de complicité un peu morbide avec notre personnage, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, si sa technique de tuer tout le monde est bien la porte de sortie pour échapper à ce dispositif qui s'avère être un dispositif éminemment plus symbolique, en fin de compte. oui, et puis le fait qu'elle tue tout le monde, de toute façon, c'est une façon pour elle d'épouser sa nature meurtrière, en fait, qui l'a menée Absolument. jusque-là. C'est-à-dire qu'avec ça, elle recrée le geste destructeur qui Mm, a mm, causé mm. sa perte, et voilà, elle se vautre, elle sombre dans cette pire part d'elle-même. Alors là, voilà, justement, on parlait de trouver une meilleure version d'elle-même. Là, c'est le contraire. Absolument. Avec ce bateau dans lequel on voit qu'elle a dû tuer des centaines, enfin, c'est infini de toute façon, Mm, mm. de personnes, et même s'entretuer elle-même avec ses différentes versions d'elle, bah, c'est une façon de, voilà, de dire, bah voilà, je suis une meurtrière, voilà, je Mm. porte cette culpabilité-là, je vais recréer ce geste, je vais me complaire, en fait, dans cette pire version de moi-même, et Mm. c'est ça qui est terrible, en fait. Les films de boucle temporelle, c'est aussi des films du seuil, en fait. Je Mm. revis constamment ce moment qui est ce moment seuil. Est-ce que je vais franchir ce seuil ou pas franchir ce seuil? Voilà. Oui, c'est très très juste parce que c'est vrai qu'on a oublié de rappeler que le point de départ du film, tout de même si encore une fois, existe-t-il un point de départ puisqu'on ne fait que revivre cette Oui, fameuse oui, boucle, oui. mais c'est qu'elle voulait avoir une journée off, loin de son C'est ça. fils. Elle est partie en mer MER, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça questionne son statut de mère indigne, et tout à la fois, nous spectateurs, on n'a pas envie de la condamner de prendre un jour off. Et au départ, on est très proche d'elle et on se rend compte, en fait, chemin faisant, que c'était pour elle une fuite en avant pour ne plus s'occuper de son fils qui lui cause énormément de soucis parce qu'on comprend qu'elle l'élève seule et qu'elle est devenue une mère qui a perdu patience parce que son Ouais. fils a des besoins spécifiques qu'elle n'est pas en mesure d'y répondre. On est vraiment sur un point de départ. Tu parlais de seuil. Enfin, on ne cesse de questionner en fait ce qui va être le moment qui va la faire basculer. Peut-être supposément que ce serait la mort accidentelle de son fils. Quand bien même changerait-elle les choses, imaginons qu'on ait une version du film où elle retourne chez elle, elle récupère son fils, elle en prend soin. J'ai l'impression que le récit est fait de telle sorte qu'elle ne peut en aucun cas échapper à sa vraie nature. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se retrouve encore une fois dans un récit d'autodestruction féminine. On l'a vu avec La Féline, on l'a heureusement beaucoup moins vu avec La Dernière Licorne, ça finit un peu mieux, Mm. mais là on voit qu'on est dans des films en fait où la condition même de femme interroge profondément notre personnage qui va essayer d'en échapper, mais qui
en fin de compte va... Et c'est ça qui est intéressant, c'est une grande question de savoir est-ce qu'elles sont ces deux femmes, hein, que ce soit Irena ou l'héroïne de Triangle, dont j'ai malheureusement oublié le prénom, est-ce qu'elles sont la cause de leur perte ou non, ou est-ce que c'est le système qui les a abandonnées, et puis des malédictions matrilinéaires sur le plan psychologique, sociétal, historique, etc. Parce que quelque part, notre récit en Serbie, dans la Féline, nous parle aussi de la responsabilité historique, hein, et du roi, je crois que c'est John, qui va combattre son peuple. Enfin, il y a on sent qu'il y a un stigmate historique qui est passé par là de la persécution de certains foyers de peuplement. Et de l'autre côté, dans Triangle, c'est quand même une mère célibataire. Ouais. Et donc, qui se retrouve aussi, et je n'excuse évidemment en rien son comportement, mais on comprend en creux qu'il y a aussi quelque chose de la mère célibataire qui n'a personne pour l'épauler et qui cherchait dans cette escapade une reconnexion aussi à ce qu'elle est. Ouais, c'est marrant parce que, comme certains invités, tu as choisi des films qui viennent d'époques et de genres et de cinéma très différents et tu arrives à établir des connexions entre les films. Et c'est vrai que là, dans cet épisode, on avait vraiment cette thématique cette espèce de part cachée chez ces personnages féminins qui va effectivement faire surface, s'assumer, voilà. C'est très accidentel, hein. J'avais pas du tout pensé à Ouais, quoi que non ce mais soit. j'ai En fait, l'impression. j'avais vraiment envie de te proposer des films pas trop connus, qui vraiment valent le détour et Ouais, qui marquent durablement, que ouais. ce soit en poésie, en angoisse. Enfin, c'est des films qui ont une petite pépite. Et je voulais vraiment te sortir des trucs comme ça où j'ai envie que les gens le voient et se disent, ah purée, je suis passée à côté. En fait, c'est trop Ouais. bien. Jess. Jess, what are you doing? What is this? What are you wearing? I don't want you to see my face. Why? Because this is not me. I'm somewhere out there on the upturned yacht and you're with me. And after I kill you, we'll return. Is that right? You know, why don't you just put down the gun first? Okay? Come on. You see, the boat comes back when you're all dead. I've done everything exactly like before, but when the boat comes back, I'll be ready. I'll be waiting. I'll be on the landing bay. I won't let any of them board, even the other me. I'll make them all stay on the upturned yacht. Okay. Jess. We'll do whatever you want. Okay, just put down the gun. Come on. I'm so sorry. No!